Et bonjour à tous, aujourd'hui on se rejoint pour une nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment écrire un virus indétectable. Jamendo.com. Alors pour cette vidéo qui évidemment est à but éducatif, on va voir ensemble comment écrire un virus qui passe sous les radars des antivirus. En fait, je fais cette vidéo puisque je fais en ce moment un lab professionnel sur le site de Hack the Box. Et ce lab professionnel, à l'intérieur, il y a une quinzaine de machines sous Windows et la plupart des postes ont un pare-feu et un antivirus activé et à jour. Généralement, l'antivirus c'est Windows Defender, mais ici on va voir comment passer sous les radars de la majorité ou voire peut-être la totalité si ça fonctionne bien des antivirus qui sont sur le marché aujourd'hui. Donc en fait, on va surtout aujourd'hui insister sur la méthodologie que j'ai suivie, par quoi j'ai commencé, qu'est-ce qui a posé problème, par où je suis après parti, et est-ce que ça a fonctionné ou non. Enfin bref, on va voir tout le déroulé de tout ça. Alors bien évidemment, cette vidéo elle n'a pas pour but du tout de fournir à n'importe qui un virus fonctionnel. Je publierai évidemment le code source, mais j'uploaderai plusieurs fois l'exécutable sur VirusTotal. Il y en a beaucoup qui vont partir en crise de larmes parce que oui, VirusTotal partage les signatures des virus, c'est très connu, je le sais. Et comme je l'ai annoncé juste avant, c'est pas du tout mon but d'avoir un payload fonctionnel indétectable, c'est pas du tout mon but d'aller pirater Madame Michou, c'est même complètement à l'inverse de l'esprit de la chaîne qui est du hacking éthique. On n'est pas là pour pirater des gens, on est là pour apprendre la cybersécurité, comment ça fonctionne et comment surtout s'en protéger. Bref, si vous êtes un petit hacker de 13 ans avec une capuche dans une cave, cette vidéo n'est pas faite pour vous. En passant, j'ai rien contre les capuches. Et donc tout de suite, on ouvre Visual Studio Code. Ici, on se déplace dans notre répertoire en faisant Fichier, ouvrir le dossier. Ici, on se trouve dans YouTube Payload. Je vais aller dans Terminal, nouveau terminal. Et je vais taper .NET New Console. Ici, ça va me créer les répertoires qui vont bien pour créer un projet C#. Et je vais avoir mon fichier programme.cs que je peux exécuter en faisant un .NET Run pour lancer mon projet. Ici, il va être compilé à la volée. Et voilà, ici j'ai un Hello World. Donc, à partir de là, j'ai mon fichier C# qui est prêt à être modifié pour pouvoir créer mon virus indétectable. Alors, il faut bien comprendre que j'étais dans un lab Hack the Box et que j'avais déjà trouvé le point d'entrée, je savais où injecter mon fichier exécutable pour que ma victime bien tout simplement l'exécute, mais il fallait que ce fichier soit indétectable, donc par l'antivirus, donc pas de signature, pas de détection de comportements anormaux, c'est ce qu'on a par exemple dans Windows Defender. Il fallait également outrepasser l'AMSI, donc une des protections de PowerShell, puisque mon exécutable était lancé avec PowerShell. Et également, on le verra un peu plus loin dans la vidéo, il fallait outrepasser le pare-feu de la victime. Donc, dans un premier temps, évidemment, j'ai essayé les petits reverse shell qui tiennent en une seule ligne en PowerShell, ça n'a pas fonctionné. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de manière simple pour établir une connexion dans un programme en C#. Et donc, j'ai tout de suite pensé au socket. Un objet socket, ça sert tout simplement à établir une liaison entre un point A et un point B, entre un client et un serveur, tout simplement. Et ensuite, au travers d'un socket, on peut faire transiter de l'information. Alors, je l'ai dit juste avant, dans une connexion socket, on a un client et un serveur. Dans notre cas, on va utiliser ce qu'on appelle un reverse shell, c'est-à-dire que c'est un shell inversé. Ce n'est pas moi qui vais me connecter sur ma victime, c'est ma victime qui va se connecter à moi. Et donc, pour cela, je vais jouer le rôle de serveur. Dans cette vidéo, j'ai lancé une connexion SSH sur un serveur chez OVH, c'est l'instance Peertube qui héberge les vidéos des tutos, sur lequel j'ai lancé un netcat en écoute sur le port TCP 4444. À partir de là, on va pouvoir créer notre fichier C# qui va se connecter donc à ce serveur netcat sur le port 4444. Alors évidemment, dans un premier temps, j'ai pas perdu de temps, j'ai pas réinventé la roue. Je suis allé sur Google, j'ai tapé reverse shell C# socket. Je suis tombé sur un site que je vous mettrai en description de cette vidéo qui nous donne un code source tout fait
Donc ici, on a un objet TCP client avec l'adresse et le port du serveur à joindre. On crée un objet stream dans lequel on va avoir un stream reader, un stream writer. Donc on va aller lire et écrire dans notre objet socket au travers d'un fichier stream, enfin d'un objet stream, qui est en fait l'équivalent d'un buffer, tout simplement. On crée un objet process, et cet objet process, donc, il va lancer l'exécutable cmd.exe, donc la ligne de commande de Windows. Ici, j'exécute tout simplement une commande, et ensuite, j'ai un while true dans lequel, dès que j'ai une nouvelle ligne, donc dès que j'ai une entrée qui arrive dans mon buffer d'écoute, eh bien, je vais exécuter mon objet process, et ensuite, je vais pouvoir renvoyer l'output de la commande qui a été exécutée. Donc ici, j'ai simplement fait un gros copier-coller du code source du site, je l'ai mis dans mon programme .c#, j'ai simplement modifié l'adresse et le port du serveur d'écoute pour que ça coïncide avec le serveur chez OVH qui est en train d'écouter. Je vais refaire mon .NET Run, et ici, on va voir ce qui se passe. La build a échoué. Qu'est-ce qui s'est passé? La variable erreur est déclarée. Ici, voilà. On a donc, j'ai mon antivirus, qui est l'antivirus EZ, Note 32, que je salue au passage, qui a détecté tout de suite une connexion malveillante et qui a coupé la connexion tout de suite. Donc mon virus est directement détecté. Et donc à ce moment-là, je me suis posé la question, qu'est-ce qui provoque cette détection? Est-ce que c'est parce que j'établis une connexion avec un serveur qui est à l'extérieur de mon réseau? Est-ce que c'est parce que je reçois des informations que j'exécute avec un process critique? cmd.exe, PowerShell.exe, c'est quand même des process qui sont appelés uniquement pour exécuter des commandes. C'est pas n'importe quel processus. La première chose que fait notre programme, c'est établir une connexion socket. Jusqu'ici, ça me paraît quand même assez bénin. Aujourd'hui, il y a beaucoup de programmes qui font ne serait-ce que leur mise à jour, que de la remontée d'informations, des statistiques, de l'analytics. Bref, c'est pas un comportement suspect aujourd'hui pour une application d'ouvrir un socket pour joindre un serveur distant. On est quand même à l'heure où tout est connecté, tout est sur internet, ça me paraît pas déconnant. Il faut bien garder à l'esprit que d'abord, ce type de programme, il est sur internet, il est public, il y a beaucoup de monde qui l'utilise, donc la signature de ce logiciel, elle est ultra connue. Donc on pourrait modifier quelques bribes, c'est ce que j'ai d'ailleurs essayé de faire. Je ne vais pas vous le remettre dans la vidéo d'aujourd'hui puisque j'ai passé quand même plusieurs minutes, plusieurs heures à essayer d'ajouter quelques petites commandes, etc. pour modifier la signature. Mais aujourd'hui, les antivirus n'utilisent plus uniquement la signature de l'exécutable pour faire de la détection, ils utilisent également de la détection de comportement. Mais il y en a un qu'on oublie, UDP. J'ai eu beau chercher beaucoup sur internet, j'ai trouvé très peu de clients socket UDP. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais en plus, le pire, c'est que si vous voulez faire un client UDP en C#, vous tapez simplement socket UDP C#. Le premier site, c'est la doc de Microsoft qui vous fournit un client UDP tout fait, juste ici. Il y a juste besoin de l'utiliser. Ça se connecte directement avec un socket sur un serveur avec un port. Ça envoie des bytes dans la connexion socket. Quand j'ai vu ça, je me suis dit pourquoi aller chercher plus loin? C'est quand même la doc officielle fournie par Microsoft. Si cette documentation, ce code source est détecté, c'est impensable. C'est Microsoft qui le fournit. Et donc dans cet exemple, on a déjà la connexion qui est fonctionnelle. On peut échanger des informations entre le client et le serveur. Donc à partir de là, il n'y aura plus qu'à récupérer l'info et exécuter ce que le serveur envoie pour exécuter une commande à distance, avoir un reverse shell fonctionnel. Donc j'ai arrêté la connexion TCP sur le port 4444 et j'ai lancé Netcat en écoute sur le port UDP 4444. J'ai copié-collé le code source de Microsoft, ici j'ai bien mon UDP client, je mets à jour l'adresse et le port du serveur, et à partir de là, si je refais un .NET Run, ici, je devrais recevoir une connexion. J'ai une demande du pare-feu tout de même. Si je coupe, ça ne change rien. Ici, j'ai bien une connexion qui a été initiée. Et si je rappuie, ici, la connexion se ferme sur mon client. Alors, quand j'ai fait ça sur le lab, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que on a réussi à outrepasser l'antivirus. Ici, c'est un programme qui est quand même pas trop méchant. Il fait juste d'envoyer un petit message. Mais par contre, il y a un troisième acteur que j'avais oublié, le pare-feu.
Le pare-feu, il bloque les ports bizarres. Et là, le port 4444, il a pas aimé. En général, quand le réseau est assez bien firewallé, les ports, même en sortie, sont contrôlés. Et les ports qui sont non standards sont droppés. C'est-à-dire qu'on stoppe les connexions. Sauf qu'il y a un port en UDP qui est hyper important sur le réseau, et surtout pour les clients qui vont sur Internet, c'est le port 53. Le port UDP 53, ça sert à la résolution DNS. Ça sert à ce que quand vous tapez un nom de domaine sur Google, il soit résolu en adresse IP, tout simplement. Et donc ce port UDP 53, on peut tout simplement l'utiliser. Ici, j'ai juste à remplacer 4444 par 53. Sur mon serveur, je stoppe la connexion, je la roule sur le port 53. Et ici, si je fais un .NET Run, on va voir que ça passe sur le port 53. Donc j'ai eu juste à modifier ce petit port et ensuite la connexion a fonctionné dans le lab de Hack the Box. Et donc maintenant vous allez me dire, Proc, t'es bien mignon, t'envoies du texte dans un socket, mais nous ce qu'on veut, c'est de l'exécution de code à distance. Vous allez être servi. Je vais pas faire de live coding, ce serait beaucoup trop long. Je vais vous mettre le code source en description de cette vidéo, il sera disponible évidemment sur mon GitHub. Ici donc je crée un objet UDP client duquel je vais me servir pour me connecter sur mon serveur sur le port 53. Je crée un buffer sendBytes dans lequel je vais mettre newZombieConnected et je l'envoie dans mon objet socket. Donc là en fait quand mon client va se connecter à mon serveur via le socket, dès qu'il sera connecté, il va lui envoyer une info newZombieConnected. Ensuite je crée un objet IP endpoint avec comme argument IP address any, ce qui va faire en sorte que ma victime va écouter sur toutes les interfaces disponibles, toutes les adresses IP qu'elle a disponibles. Et ici, dans un while true, je crée un buffer receiveBytes, donc c'est UDP client receive, donc tout ce que je vais recevoir dans mon objet socket. Et ensuite, je vais créer un objet string qui va être en fait les bytes reçus dans mon socket qui vont être encodés en ASCII. Vous l'aurez évidemment compris, ici, le return data, ça va être en fait les commandes qui vont être envoyées depuis mon serveur. Il faut bien comprendre que le serveur, c'est le hacker, c'est celui qui va envoyer les commandes à exécuter, et que le client, c'est la victime, c'est celle qui va recevoir les commandes et qui va les exécuter localement. Et donc l'exécution locale, ça se passe juste ici. J'ai un process startInfo et un process. Ici, dans mon process startInfo, j'appelle cmd.exe avec ici mon return data, donc la commande envoyée par mon serveur. Et ensuite, j'exécute donc mon process startInfo dans un objet process ici. Je récupère l'output, donc le résultat de la commande, dans un fichier, enfin un objet string. Donc j'ai un string output et un string error. J'ai évidemment deux canaux. Ce qui m'intéresse, c'est bien sûr l'output. Donc ici, c'est juste un console writeLine, donc ça va s'afficher dans la console, le résultat. Mais surtout, ce qui nous intéresse ici, dans un buffer, je vais encoder à nouveau en ASCII l'output de ma commande et je vais l'envoyer à nouveau à mon serveur. Comme ça, mon serveur pourra m'envoyer une commande, par exemple hostname. Mon client va l'exécuter, il va obtenir un résultat, le nom de la machine va être desktop 1, 2, 3, 4, et il va le renvoyer au serveur. Et le serveur va pouvoir avoir le résultat de la commande qu'il a demandé au client. Alors évidemment, pour cet exemple, j'ai pas fait de chichi, on n'a pas de prompt tout propre qui nous indique le chemin dans lequel on se trouve, etc. Mais ça a le mérite d'être fonctionnel. Il faut bien garder à l'esprit que j'ai utilisé ce petit logiciel, ce petit programme dans un lab Hack the Box. C'était pas pour faire joli, c'était simplement pour pouvoir exécuter proprement des commandes, pour avoir un reverse shell fonctionnel qui bypass l'antivirus, la MSI et le pare-feu. Et le résultat est là. Et donc ensuite, pour compiler notre code source, on a une petite ligne de commande que vous retrouverez en description de cette vidéo. .NET publish, puisqu'on va publier notre application. -R pour spécifier le runtime, l'environnement d'exécution. On sera sur un Windows en 64 bits, donc Win-X64. -C pour spécifier le channel, debug ou release. Ici, on est en release. Et ensuite, la petite option /p publish single file égale true. Tout simplement ici, plutôt que d'avoir un fichier exécutable avec plein de petites DLL qui vont servir de dépendance à côté, on aura un seul gros fichier exécutable qui va agir à la manière d'un packer, c'est-à-dire qu'il va intégrer ses propres DLL et il va les décharger à l'exécution pour pouvoir les utiliser. Ici, la compilation s'est bien passée. Si je vais voir dans mon répertoire du projet, j'ai un répertoire bin, release, .NET 6.0, WinX64. Et ici, si je vais dans Publish, j'ai bien un youtube-payload.exe
qui fait 61 mégas. Et donc ce petit fichier là, je peux par exemple l'analyser avec mon antivirus. Ici, l'analyse s'est bien passée, il n'a rien détecté. Et donc si je reprends mon listener sur le port UDP 53, j'exécute mon payload, et ici, on voit que ça fonctionne. J'ai une alerte du pare-feu tout de même, mais je vous rappelle que c'était pendant un lab sur HackTheBox, donc je me fiche d'avoir des pop-up d'alerte. Et ici, si je refais mon hostname, ça fonctionne. On voit que j'arrive bien à avoir un reverse shell indétectable par reset. On va le tester tout de suite sur un antivirus Kaspersky et ensuite on uploadera sur VirusTotal. Et donc ici, j'ai une machine virtuelle avec un Kaspersky Total Security. Je viens de faire la mise à jour des bases antivirales à l'instant. Ici, toutes les protections antivirus sont activées. Je peux faire un scan de notre fichier YouTube Payload. Ici, aucune menace. Et donc, si j'exécute notre payload, j'attends quelques secondes. Ici, New Zombie Connected. Je peux faire un hostname. Ici, on a bien un desktop. Je peux lancer un calque.exe pour qu'on soit sûr qu'on travaille bien sur le bon poste. Ici, j'ai bien la calculatrice qui vient de spawn dans ma machine virtuelle. Donc, j'ai bien un reverse shell fonctionnel qui a outrepassé la protection de Kaspersky. Et enfin, donc, le test ultime. On va tester notre fichier sur VirusTotal. Je vous l'ai dit, le but de cette chaîne YouTube en général n'est pas de créer des virus indétectables, ou en tout cas n'est pas de les utiliser à mauvais escient. Donc si on respecte cette condition-là, ça ne gênera personne que le virus soit détecté dans quelques jours, dans quelques semaines. Comme je l'ai dit, le code source est à dispo, il est à dispo de tout le monde, y compris des éditeurs d'antivirus ou autres personnes qui voudraient se protéger de ce type de payload. Donc on a bientôt fini l'upload, je vais insister une nouvelle fois, mon but n'est pas de causer du tort, c'est plus pour partager avec vous comment ça fonctionne, pour mieux comprendre, pour mieux appréhender les menaces, bref, pour mieux se protéger. Donc ici on a le résultat, on a un seul antivirus qui a détecté notre payload, il s'appelle Zilia, je le connais pas du tout. Mais on voit que les grands du marché ne l'ont pas du tout détecté. On a du Avast, Bitdefender, Komodo, F-Secure, EZ, Fortinet, Kaspersky, McAfee, Microsoft, Malwarebytes, Panda, on a quoi d'autre? Trend Micro. Bref, c'est Sophos également. C'était vraiment pour vous montrer qu'il ne faut pas forcément se fier à l'antivirus. C'est très bien d'en avoir un, c'est très bien d'avoir un réseau sécurisé, mais la dernière et unique barrière sur laquelle on pourra compter, c'est votre vigilance. C'est vraiment vous qui allez faire la différence dans ce type d'attaque. Ici, on a vu que simplement en passant d'un client TCP à un client UDP, on bypass la totalité quasiment des antivirus. Donc, soyez vigilants, faites attention à ce sur quoi vous cliquez. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, portez-vous bien.